Dans cette vidéo, on va parler des sanctions mises en place par la Russie et la Chine pour contourner les sanctions américaines qui font très mal quand même au portefeuille de ces deux pays. On va aussi parler de l'accord militaire historique entre la Russie et la Corée du Nord, le même genre d'accord que celui de l'OTAN qui stipule que si un des deux pays est attaqué, l'autre se doit immédiatement d'intervenir pour défendre son camarade. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai fait une formation qui est déjà disponible. J'explique comment démarrer et survivre sur YouTube, surtout quand vous êtes en Afrique avec les difficultés que nous avons. Déjà que YouTube c'est difficile, mais quand vous êtes sur le continent, vous jouez en mode extrême. La moindre erreur peut être fatale. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description et voici le contact. Ça coûte 55 €, soit 35 000 francs CFA. Que vous soyez en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, cette formation vous sera utile si vous voulez vous lancer. Revenons au sujet. On va commencer par traiter les sanctions. La Russie et la Chine ont trouvé un nouveau moyen de paiement face à l'intensification des sanctions américaines. Pékin a ainsi autorisé de petites banques du nord-est de la Chine à faciliter les transactions avec la Russie. Les opportunités économiques entre les deux pays ont été restreintes depuis que les États-Unis ont sanctionné la seule filiale bancaire russe en Chine. Cependant, la récente visite de Vladimir Poutine en Chine a permis de garantir des alternatives de paiement pour les deux nations. À la suite de la visite de Vladimir Poutine, des banques spécialement agréées ont été mises en place dans des régions frontalières permettant aux entreprises russes d'ouvrir des comptes non résidents dans les banques chinoises. Cette mesure a gagné en importance après que la filiale VTB de Shanghai ait été ciblée par les sanctions américaines. Les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont atteint un sommet historique de 240 milliards de dollars en 2023. Pour Moscou, il est crucial de maintenir la fluidité des paiements afin de préserver les flux de revenus et de marchandises. Pour contourner les sanctions, les deux nations utilisent des banques régionales plus petites qui échappent donc pour l'instant à l'attention des sanctions américaines. Ainsi, la Chine et la Russie sont contraintes de mettre en œuvre des mesures de plus en plus élaborées pour assurer la continuité des paiements bilatéraux. Cependant, ces actions exposent potentiellement certaines institutions financières chinoises aux sanctions américaines lorsqu'elles tentent de contourner les restrictions. L'utilisation de banques situées dans les régions frontalières permet aux intermédiaires travaillant pour les entreprises russes de se déplacer d'une région à une autre sans trop de difficultés. Ce mécanisme repose sur de petites banques ayant peu ou pas d'activité avec les pays considérés comme hostiles par la Russie, ce qui minimise la probabilité des répercussions potentielles pour la Chine. Mais ce système pourrait bientôt montrer ses limites, car les États-Unis sont déjà en train de chercher à identifier, vraiment la recherche est quand même intensifiée, les banques donc qui permettent de faire ça. Ils appellent ça des banques aux conformités moins strictes. Depuis l'intervention militaire de la Russie en Ukraine en février 2022, le commerce avec la Chine a pris une importance accrue pour Moscou. Les banques russes ont été exclues du réseau de paiement mondial SWIFT et de nombreux pays et entreprises occidentaux ont coupé leurs liens avec la Russie. Les sources bancaires déclarent que, je cite, « Après la visite de Poutine, des banques sont apparues dans une des provinces chinoises et ouvrent des comptes non résidents pour les entreprises russes sur le territoire chinois. » Quelques petites banques situées près de la frontière dans le nord-est travaillent encore avec la Russie. Mais aucune grande banque et banque de taille moyenne d'ailleurs ne travaille avec la Russie. Evgeny Kogan, banquier d'affaires et professeur d'école supérieure d'économie de Russie, a expliqué que, après que les États-Unis ont sanctionné un plus grand nombre d'entreprises chinoises, il est possible que beaucoup d'entre elles aient décidé de céder toute leur activité commerciale avec la Russie et que les importations en provenance de la Chine chutent. Les sanctions imposées aux filiales des banques russes en Chine posent également des problèmes. VTB, la deuxième plus grande banque de Russie, avait déjà été sanctionnée, mais le Trésor américain a élargi les restrictions pour inclure les entrées étrangères, notamment les succursales de VTB à Shanghai. Selon certaines sources, cette mesure pourrait impliquer les flux de paiement. Ces mêmes sources s'attendent à ce que les banques chinoises mettent fin à toute relation avec la succursale de Shanghai. Lorsqu'une entreprise russe achète ou vend des biens ou des services à un partenaire commercial chinois, elle doit être en mesure de recevoir ou de verser des liquidités par l'intermédiaire de systèmes de paiement gérés par les banques. La menace de sanctions secondaires qui pourrait priver les institutions de l'accès au dollar a inquiété les banques chinoises. Banques désireuses de maintenir leur accès aux marchés mondiaux malgré les échanges lucratifs avec la Russie. Les banques russes non sanctionnées étaient encore acceptables pour les partenaires chinois, mais les restrictions américaines ont un impact trop important.
Même les banques chinoises spécialement autorisées bloquent désormais les règlements. Les entreprises russes peuvent désormais ouvrir un compte non résident auprès d'une banque chinoise ou créer une filiale en Chine et ouvrir des comptes bancaires. Parlons maintenant de la coopération qui a fait paniquer le monde occidental, celui entre la Corée du Nord et la Russie. Pour sa toute première visite officielle à Pyongyang en 24 ans, le président russe Vladimir Poutine a été accueilli avec tous les honneurs par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le 19 juin, les deux pays ont signé un traité de partenariat stratégique global composé de 23 articles et sans limite de durée. En cas de menace d'agression directe contre l'une des parties, Moscou et Pyongyang se concerteront pour définir les mesures pratiques possibles afin de coordonner leurs positions respectives et de coopérer pour éliminer la menace. Le mot était très clair. L'article 4 du traité stipule que si l'une des parties est soumise à une attaque armée par un ou plusieurs États et se retrouve en état de guerre, l'autre partie fournira immédiatement une assistance militaire et autres par tous les moyens à sa disposition conformément aux lois de la Fédération de Russie et de la Corée du Nord ainsi qu'à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. De plus, la Russie n'exclut pas la coopération militaro-technique avec la Corée du Nord. Vladimir Poutine a décrit le nouveau traité comme un document marquant, soulignant la volonté des deux nations d'élever leurs relations au niveau supérieur. Selon l'article 2 du traité, la Russie et la Corée du Nord visent à instaurer une stabilité stratégique mondiale et à établir un nouvel ordre international juste. Pour atteindre cet objectif, les deux parties maintiennent une communication étroite et renforceront la coopération stratégique et tactique. Kim Jong-un a affirmé que l'accord est de nature pacifique et défensive et qu'il vise à construire un monde multipolaire. Outre le domaine militaire, le traité prévoit le développement de la coopération entre la Russie et la Corée du Nord dans les secteurs économiques, politiques et culturels. Le dirigeant nord-coréen estime que le traité reflète le niveau élevé des relations alliées entre les deux pays. Selon l'assistant présidentiel russe Yuri Ushakov, le nouveau traité remplacera 3 accords précédents conclus entre Moscou et Pyongyang. Il s'agit du traité d'amitié, de coopération et d'entraide judiciaire de 1961, du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération de 2000, ainsi que de la déclaration de Moscou de 2001. Le premier traité prévoyait une assistance militaire en cas de conflit entre l'un des pays et des pays tiers. À partir de 1976, les ministères des Affaires étrangères des deux pays ont échangé des notes indiquant que le traité permet son sens, mais qu'il n'est en fait pas appliqué. Le document de 2000 stipulait simplement qu'en cas de menace d'agression ou de situation mettant en danger la paix et la sécurité, les parties devaient entrer immédiatement en contact les unes avec les autres. Le président russe a déclaré que les deux pays collaborent dans le domaine de la sécurité et que le président russe s'est rendu en Chine en mi-mai et il est probable que Pékin n'ait pas été surpris donc par l'accord entre la Russie et la Corée du Nord, vu qu'ils en ont certainement parlé. Actuellement, en Asie du Nord-Est, la Russie et la Chine font face à des pressions de la part des États-Unis, comme vous avez pu le constater, mais aussi du Japon et de la Corée du Sud, ce qui a nécessité un accord entre Moscou et Pyongyang. Il est donc fort probable que le traité avec la Corée du Nord ait été discuté par Vladimir Poutine lors de sa visite à Pékin en mai. Il semble qu'il y ait une sorte de répartition des rôles entre la Chine et la Russie. C'est-à-dire que la Chine n'étant pas soumise à une pression de sanctions aussi fortes que la Russie, maintient une diplomatie active avec la Corée du Sud et le Japon et a donc davantage à perdre. La Russie, de son côté, malgré certains contacts avec Séoul, peut se permettre un partenariat plus étroit avec la Corée du Nord. Le traité entre Pékin et Pyongyang, en vigueur depuis 1961, peut être vu comme un héritage de la guerre froide. La Chine a souvent déclaré qu'elle accepterait ce traité tant que Pyongyang n'était pas l'instigateur d'une attaque contre des pays tiers. Lors de son discours aux médias, Vladimir Poutine a rappelé les déclarations des représentants des États-Unis et des autres pays de l'OTAN, concernant donc la fourniture d'armes à longue portée, des chasseurs F-16 et d'autres armes à l'Ukraine pour mener des frappes sur le territoire russe. Il a qualifié ces mesures de violations flagrantes des restrictions imposées par les pays occidentaux dans le cadre de diverses obligations internationales. Il a rajouté que ni la Russie ni la Corée du Nord n'accepteraient le langage du chantage et de la dictature. En outre, Moscou considère que le régime de sanctions imposé par les États-Unis contre la Corée du Nord devrait être révisé.
Actuellement, Séoul, donc la Corée du Sud, manifeste une attitude zélée et des préoccupations accrues concernant les problèmes de sécurité, ce qui pourrait renforcer les liens au sein du triangle États-Unis-Japon-Corée du Sud. Pour la Russie, le plus important là maintenant, ce qui est primordial, c'est de travailler à lever des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre Pyongyang, parce que ça les entrave actuellement dans toute leur coopération militaro-technique. C'est improbable que la Russie fournisse activement des armements à la Corée du Nord tant que la Corée du Sud et le Japon n'ont pas directement envoyé des armes à l'Ukraine. Cependant, cette position pourrait rapidement évoluer si l'Occident aggrave la situation. Malgré les sanctions en cours, Pyongyang a déjà établi des partenariats en matière de coopération militaro-technique avec plusieurs pays, principalement l'Iran, et des armes nord-coréennes ont été utilisées dans le conflit en Syrie. Et sur le plan théorique, ce serait très difficile de sanctionner la Russie pour violation des sanctions de l'ONU, car elle dispose d'un droit de veto du Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis ont déjà imposé contre la Russie des sanctions unilatérales, comme on a vu en début de vidéo. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est observer l'évolution de la situation. Je vous tiens informé. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.